Le VIH-Sida n'est pas passé de mode. C'est vrai que le virus est très maîtrisé, mais c'est toujours d'actualité. Il faut toujours sensibiliser, il faut toujours en parler. Et aujourd'hui, dans Les Femmes d'ici, on va parler du VIH-Sida et de toutes les maladies sexuellement transmissibles. À tout à l'heure. Bonjour et bienvenue, il est 13h05, l'heure du pouvoir dans la République démocratique des femmes. Comment ça va les filles? Ça va tout dire. Ça va très bien, le peps, la joie, l'amour et la bonne humeur. Toujours là là. Mais il y a un problème. Il y a un Tu problème. dis, il est 13h05 et les femmes prennent le pouvoir. Mais attends, j'arrive. On capte le pouvoir On là. a pris le pouvoir. Donc là, on a pris le pouvoir. On est dans la République démocratique des femmes. Bon, on est déjà rentré dans le... On est déjà dans le pouvoir. Mais c'est au début, tu sais le forcer, tu sais comment tu as pour le pouvoir. Maintenant, quand tu prends là, tu es installé maintenant. Et puis nous, là, il n'y a pas... Il y a aucun. C'est à vie. Il y a aucun. On n'a pas oublié que Kadi nous a donné des noms de ministres, ça nous a pas encore dit c'est quoi. Hein. Je vais vous dire après. Kadi, mais vraiment... Je vais vous dire après. Vous savez quoi? Je vais vous dire après vos noms de ministres et vous allez voir. Vous allez voir vos compétences en fonction de vos homologues. Regardez tous les homologues de la République parallèle. Regardez ce qu'il fait. Vous allez vous reconnaître ici. J'ai ma petite idée en tout cas de moi. Voilà. Mais je vais faire mon discours à la nation le 1er janvier. Juste après que le président de la République parallèle fasse... Mais on ne peut pas faire même chose. Mais les jours là, quand tu as fini de donner les titres là, on peut pas je faire vais rentrer mes gardes. Donc on s'assoit, dit rébellion, rébellion. Moi, je fais mon discours et je vous nomme avec les pins qui vont avec. Ah, s'il vous plaît. Alors, applaudissez pour nous. Alors, il n'y a pas de remaniement, hein? Non, il n'y a pas de remaniement chez nous ici. Mais si quelqu'un m'énerve... Attends, il faut lui demander si on a une place et puis on gère bien, on peut monter des grades. Oui, vous pouvez monter des grades. Moi, je peux avoir 4 portefeuilles, toi-même, tu sais. Non, ici, là, on ne fait pas comme... Portefeuille ministériel, on met dessus seulement. Non, Didja, on prend Non, ça ne peut pas suffire, on doit travailler pour la Voilà, nation. justement. Il n'y a pas de problème. Ça nous arrange pas, c'est décemment le coton, Tout dépendra de ce que vous allez faire. OK. Voilà, vous allez me prouver qu'on peut vous confier des... Nous, on aime coup d'état, on n'aime pas quand c'est trop facile. Elle a pu faire coup d'état très vite. Surveillez-la. Alors, les filles, les invités sont là. On fait comme si nous, là, on est trop dans notre côté. On est en c'est comme ça, on est où? Bonne arrivée, chers invités. Bienvenue, les tatas. Alors, je rappelle aujourd'hui que nous sommes avec Madame CJ Léontine Gatti, présidente de RIP+. On va applaudir pour elle. Elle est juste à ma gauche. Nous sommes aussi avec Dr Ofia Koulibaly Madiara, directrice exécutive de Alliance Côte d'Ivoire. Et avec vous deux, on va parler de VIH-Sida et des maladies sexuellement transmissibles. Moi, je pense que c'est un très beau sujet. Absolument. Parce qu'on a fait un séjour-là avec une jeune dame il n'y a pas longtemps. Et quand elle a parlé du fait qu'elle est porteuse du VIH et que malgré ça, elle a des enfants et tout, tout le monde dit c'est faux. Puis j'ai fait plein de commentaires en bas. Les gens disent ouais, c'est faux et tout et tout. Aujourd'hui, là, les mêmes qui ont dit c'est faux, là, venez vous asseoir encore. Et puis, on va tout éclaircir pendant 1 heure de temps. Ouais. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Ça va? Oui. D'accord. Dis-nous, comment a été ta première rencontre avec cette maladie-là, on va dire, en griffe? Vraiment, je voulais dire merci à NCI de m'avoir invité. Et il faut dire qu'aujourd'hui, c'est vrai... Excusez. Aujourd'hui, quand on regarde le VIH, on s'est dit que non, qu'il n'y a plus de problème. Or, le problème existe toujours. Bien sûr. Parce qu'au départ, on ne pouvait même pas s'asseoir et puis parler du VIH parce que c'était vraiment un sujet tabou. Et par la grâce de Dieu, nous avons vraiment fait mains et pieds avec toutes les parties prenantes afin de mieux vraiment orienter le VIH-Sida. Et c'est vrai que ça n'a pas été du tout facile pour moi. C'est suite à un dépistage que j'ai su que j'étais infectée. Et c'était vraiment très douloureux pour moi. Parce que dans les années 1997, c'était vraiment difficile.
C'est vraiment... On aura l'occasion d'en parler. Donc, je 97, on va rappelle dire que ça c'est en fait combien 1997. d'années que vous 24 avez ans. 24 ans que vous 24 portez 24 ans de vie de VIH. Waouh, C'est on pas une applaudit fierté, cette mais- femme forte. Wouh, Comme super. quoi, on peut vivre avec. Exactement, et même faire des Vraiment. enfants. Et elle On aura est l'occasion toujours d'en très parler. belle. Elle est toujours très belle, Et exactement. Et puis, elle a choc tout à l'heure, va vous montrer que oui, c'est ma tata. Choquée, Attends, faut choquée, leur les montrer stars. le petit côté là. Alors, docteur, pourquoi aujourd'hui, toi, tu te bats beaucoup pour cette maladie-là? Alors, je peux dire que j'ai eu la chance de commencer ma carrière dans la lutte contre le VIH-Sida Ok. dans les années 2000, où le traitement antirétroviral était encore à 300 000 francs par mois. Et donc, on a contribué à la lutte. On n'avait que 4 centres où on pouvait faire la prévention de la transmission mère-enfant du VIH. Et 7 centres à Abidjan où on pouvait avoir accès au traitement antirétroviral. Aujourd'hui, le traitement antirétroviral est disponible sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Il est gratuit, il est efficace. Et les traitements qu'on avait dans les années 2000, il fallait prendre beaucoup de médicaments. Aujourd'hui, nous sommes à 1 comprimé par jour. Et les données ont beaucoup évolué. Et donc, pour nous qui sommes dans la réponse depuis très longtemps, ce sont des avancées assez importantes qu'on veut communiquer à la population. D'accord, et on aura l'occasion d'en parler. Mais pour l'instant, puisqu'il faut toujours sensibiliser, on va poser la question aux Ivoiriens. Quelle méthode est-ce que vous appliquez pour éviter de contracter le VIH-Sida? Et on vous écoute. Moi, la meilleure manière pour te VIH, c'est les rapports, comment on dirait, les préservatifs. Parce que si on parle d'abstinence, on peut s'abstenir, c'est pas possible. Pas que, soit abstinent, n'est pas rapport, c'est pas possible. Peut-être que jeune, on peut dire, c'est les préservatifs. On se préserve, on peut éviter, comment dire, le VIH. On doit se protéger vraiment par rapport à les rapports, aussi contre la plupart des matériels qu'on utilise, contre le lame, les objets, la plupart aussi, ciseaux, peu importe. Pour éviter le VIH, il faudrait utiliser des préservatifs et ne pas partir avec des partenaires dont tu ne connais pas leur statut. Moi, ma méthode, c'est de ne pas sortir avec une femme sans porter la capote. Bon, il ne faut pas te promener derrière les femmes, il ne faut pas te promener dans les côtés beaucoup au milieu des gens. Bon, je trouve que c'est tout à fait Il faut connaître ce qui tu fais, quoi. Oui, c'est ça. Parce que si tu connais ce qui tu fais, tu ne vas pas avoir ces problèmes-là. Voilà, c'est tout. Tu peux aller dire qu'il y a vu des jouets, tu peux aller à la plage, même tu peux aller au maquis, pour aller s'asseoir, pour boire, mais il faut savoir ce qui tu fais. Parce que c'est ça qui veut, si tu veux savoir ce qui tu fais, tu as ton Dieu. Tu connais ce que tu fais dans ma vie. Je sais que même si je suis parti au maquis là, je suis allé boire, je suis là. Même si tu as copié là, c'est pas pour dire qu'il y a copié 10, il y a 5. Clair vient, noir, venez. Tu vois, les choses comme ça, ça donne problème. Si tu as pris ce que tu veux, ah, celle-là, elle a beaucoup de fesses. Celle-là, ah, elle est grosse, hein? Elle est jolie, hein? C'est ça qui va avoir problème. Tu vois, non? Mais il n'y a rien là-bas. La dame a donné conseil à son mari directement. Elle dit ta camarade, ta copine 5 et puis 10. Lui-même, il a 6, il ne peut plus parler. Il y a clair qui vient, il y a noir qui vient. Même si tu vas t'aller ton soir au maquis, c'est que tu vas boire. Il faut savoir que tu n'es pas venu pour faire de l'amusement. Il est assez en bas. Il va nous distraire à faire des capotes. Là. Alors, docteur, comment est-ce qu'on contracte généralement le VIH? C'est vrai que c'est une question bateau, mais allons-y. Alors, donc, il y a 3 voies principales. La voie sexuelle, lorsqu'on a des rapports sexuels non protégés, la transmission de la mère à l'enfant et la voie sanguine. D'accord, la voie sanguine. C'est-à-dire? C'est-à-dire par des objets tranchants, lors d'une transfusion sanguine. D'accord. Voilà. Moi, ce que je voulais vous demander à Mme Léontine, c'est vrai qu'à l'époque, quand vous avez contracté le VIH, je vous ai dit que c'était en 97. En 1997. Et à cette époque-là, il n'y avait pas autant d'évolution aujourd'hui de traitement. Comment vous avez réussi à, on va dire, à gérer, déjà quand vous avez appris la nouvelle, et concernant le traitement, comment ça s'est passé? Oui, dans l'immédiat, je n'ai pas voulu prendre le traitement parce que j'ai vu mes amis, c'est-à-dire mes pères, nous sommes dans la même association, je les ai vus en train de prendre les médicaments parce qu'au départ, c'était difficile même
d'avoir accès aux médicaments. Comme le docteur Maria vient de le dire, les médicaments étaient excessivement chers. 300 000, ce n'est pas donné à tout le monde. Bien sûr. Oui, il faut le dire ouvertement, ce n'est pas donné à tout le monde. Et puis, il y a eu l'initiative ONU-SIDA avec... oui. Donc, c'est comme ça que, oui, on avait dressé les différentes listes. C'est-à-dire, chaque association devait donner un quota, c'est-à-dire le nombre de bénéficiaires. Et lorsqu'on donnait cette liste-là, on pouvait bénéficier parce que tout le monde ne pouvait pas avoir assez. Il fallait que quelqu'un décède. On ne souhaitait pas, mais vraiment, c'était ça qui était là. Il fallait que quelqu'un décède pour que vraiment on puisse avoir la place pour une autre personne prendre le traitement. Et j'ai vu mes amis en train de prendre les médicaments, je vous assure, je vais leur rendre visite. Ils traînent comme les magouillards, les salamandres. Ils disent, mais c'est quel comportement ça? Non, c'est les effets secondaires. Je dis, non, moi, je ne peux pas. Et puis, c'était comme ça dans ma tête. Je refusais de prendre le traitement jusqu'à ce qu'en 2006, en 2007, je commence le traitement antirétroviral. Et entre-temps, est-ce que vous avez développé d'autres symptômes, d'autres maladies? Oui, il y avait, parce que le système a commencé à être faible. Oui, parce que je tombais régulièrement malade, tout et tout. Et il fallait vraiment commencer. Donc, il y avait la pression des médecins, tout ça sur moi. J'ai dit non, je patiente. Mais il y avait les, comment on appelle là, il y avait les cotrimoxazole qu'on prenait en son temps. C'est-à-dire, ce sont les antibiotiques comprimés par jour. Donc, c'est ce qu'on prenait. Ne serait-ce que ce n'est pas pour, comment on appelle, freiner la maladie, mais au moins ça protégeait, c'est-à-dire l'organisme de la personne. Et à l'époque, on nous disait que les médicaments étaient tellement gros. C'est l'image qu'on avait. On disait qu'il y avait de gros comprimés et que c'était très difficile à avaler. C'est ce qu'on montrait à la télévision. Ça. Quand on parlait, est-ce que c'est vraiment beaucoup de médicaments et puis de gros? À midi, 3 le soir. On voyait ça à la télé. C'était par rapport à la quantité des médicaments, des comprimés à prendre. C'était vraiment difficile à gérer. D'accord. Et moi, je n'étais pas du tout prête. Et puis, en son temps, il fallait avoir un CD4 moins de 280. C'est-à-dire être en dessous de... Donc, c'est ça, être en dessous de 280. C'est quoi le CD4 maintenant? Le CD4, c'est... Comment on explique ça? Alors, les CD4, c'est le niveau de résistance de l'organisme. Donc, c'est les lymphocytes. Vous savez, dans l'organisme, c'est un peu les gendarmes de l'organisme. Donc, on a des examens qui permettent de mesurer la quantité de gendarmes que vous avez dans votre organisme pour vous défendre. Et quand cette quantité est importante, donc avant, on se disait que quand on avait une quantité de gendarmes suffisante, vous avez encore la capacité de vous défendre. Mais quand la quantité de gendarmes atteignait un certain seuil, en ce moment, on vous mettait sous le traitement antirétroviral. Mais les choses ont vraiment changé maintenant. Et aujourd'hui, dès qu'on vous dépiste, quel que soit le niveau de votre état immunitaire, on vous met sous traitement antirétroviral. Est-ce que beaucoup de personnes vont se faire dépister en ce moment? Comment? Est-ce qu'il y a de nombreuses personnes qui vont se faire dépister? Oui, on a de nombreuses personnes qui vont se faire dépister, tout simplement parce qu'on a maintenant plusieurs options. Il y a le dépistage classique, donc avant vous aviez les centres de dépistage autonomes, volontaires. Les dépistages se font dans les structures de santé. Pratiquement toutes les structures de santé maintenant offrent le dépistage. Et nous avons même l'autodépistage où des kits, des nouveaux kits existent qui permettent aux personnes elles-mêmes d'acquérir ces tests et d'aller à la maison se faire dépister. Et ça coûte combien ça? Pour le moment, ce n'est pas encore vulgarisé en officine. Nous les utilisons pour certaines populations spécifiques. Dans le cas de nos programmes, par exemple dans des couples sérodiscordants où l'un des partenaires est positif et l'autre est négatif. Donc, et surtout pour les hommes qui sont beaucoup plus réticents, qui ne veulent pas se faire dépister. Donc, on remet le kit au partenaire qui va remettre ce kit-là à l'homme pour pouvoir se faire dépister. Où nous avons certaines populations qui sont difficiles d'accès, qu'on appelle les populations clés, qui se cachent du fait de la marginalisation. Donc, pour ces populations, on remet les kits de dépistage aux pères éducateurs qui leur permettent donc de se faire dépister sans forcément avoir à se rendre dans une structure de santé. Par rapport aux hommes, je vais vous demander, il y a 53% aujourd'hui des personnes vivant avec le VIH qui sont des femmes et des filles. Est-ce que c'est parce que les hommes ne se dépistent pas ou est-ce que c'est le mode de transmission, les femmes sont plus vulnérables? Comment ça se passe? Comment vous pouvez expliquer ça? Oui, les femmes sont beaucoup plus vulnérables que les hommes par rapport au VIH-Sida et même les données de séroprévalence aujourd'hui l'attestent. Nous sommes à une prévalence de 2,1% pour la population générale
Et pour les femmes, nous sommes à 2,9%. Et chez les hommes, nous sommes à 1,3%. Donc, les femmes sont 2 fois plus infectées. Ouais. Pourquoi? Parce que d'abord, au niveau biologique, notre constitution fait qu'au niveau de l'appareil génital féminin, c'est une membrane, une muqueuse qui est beaucoup plus fine. Vous voyez, le sexe de l'homme, c'est la peau. Or, chez la femme, c'est une muqueuse plus fine qui, pendant les rapports sexuels, peut être beaucoup plus facilement lésée et donc être source de transmission. Il se trouve aussi que dans le sperme de l'homme, il y a la concentration du virus est beaucoup plus élevée que dans les sécrétions génitales de la femme. Tous les journaux souffrent. Hein? Voilà. Mais en plus, nous avons des pratiques aussi qui exposent davantage les femmes. Par exemple, le sexe intergénérationnel. C'est-à-dire, c'est accepté aujourd'hui qu'un homme de 40 ans ait des rapports sexuels avec une fille de 20 ans, ça ne choque personne. 16 ans, moins de 20 ans. Voilà, ça ne choque personne. On trouve que c'est la norme. Or, cet homme de 40 ans a un passé sexuel très lourd, a eu le temps de s'infecter et peut-être que la jeune fille de 16 ans, 17 ans est à son premier rapport sexuel et donc elle se contamine à travers cet homme qui est nettement plus âgé. D'autres pratiques encore, d'autres? D'autres pratiques, les questions de mariage forcé ou et les mariages précoces où parfois l'organisme de la jeune fille n'est pas suffisamment mûr et la jeune fille peut se retrouver. On a eu des exemples dans le cadre de nos programmes où des jeunes filles qui étaient vierges même au mariage se sont retrouvées dans des foyers polygamiques dans le cas de mariages précoces et qui se sont infectés. C'est pendant les programmes de prévention de transmission mère-enfant qu'on a découvert qu'elles étaient infectées. Voilà, donc il y a certaines pratiques culturelles, les questions aussi de dépendance financière des femmes qui font qu'elles ne sont pas forcément en capacité de pouvoir négocier le port du préservatif, même quand elles se rendent compte que leur partenaire a des comportements à risque. Et l'attitude de la dame dans le reportage le montre bien. Elle se rend compte que son partenaire a certainement des comportements à risque, mais la relation qu'ils ont ne lui permet pas de lui imposer le préservatif, l'utilisation du préservatif ou même de lui imposer le dépistage du VIH. Mais par rapport à ce que vous dites justement, moi j'ai un cas, j'ai une petite anecdote. Une personne que je connais, une jeune dame, a pris un taxi un jour tard dans la nuit et en rentrant à la maison, le taxi en réalité l'a agressée et il l'a violée. Et cette jeune dame-là, elle est partie et le monsieur lui a dit, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais il lui a dit que toi, je t'ai violée là, mais je t'ai donné le sida. Tu vas vivre avec ça toute ta vie. Donc elle a couru. Elle est allée à l'hôpital et la dame qui l'a reçue, la gynécologue, lui a donné un traitement. Sur les trois premiers jours, lui a donné les traitements pour pouvoir justement éviter d'avoir le sida. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est répandu? Est-ce que les femmes justement qui nous regardent et qui ont été victimes de viol peuvent avoir la possibilité de pouvoir avoir ce traitement-là pour éliminer le sida dans leur corps? Ce que vous dites est très important, c'est-à-dire en cas de viol, l'attitude c'est automatiquement, au-delà du viol, des rapports à risque. C'est-à-dire vous avez des rapports, vous utilisez des préservatifs et le préservatif se rompt. L'attitude c'est d'aller rapidement dans le centre de santé le plus proche et d'indiquer que vous avez eu un rapport à risque. Donc il y a des traitements qu'on appelle, ce sont des traitements antirétroviraux qu'on vous donne pendant beaucoup plus longtemps, pendant une période de 3 mois au moins, le temps de pouvoir vous observer. Donc, on vous fait le test de dépistage au départ. Si vous êtes séronégatif en ce moment, on instaure ce traitement qui est un traitement préventif. Et donc, 3 mois après, on revient faire le dépistage pour voir si vous êtes toujours négatif. D'accord. Mais de nos jours, le traitement qui est donné aux femmes est le même aussi aux hommes, c'est ça? Mais c'est le même traitement, c'est les mêmes... Oui, c'est le même traitement, mais on fait la différence entre les femmes enceintes et les femmes qui ne portent pas une grossesse. Donc, pour une femme qui n'est pas enceinte, il y a un traitement qui est donné. Parce que chez la femme enceinte, il y a aussi des choix qui sont opérés parce qu'il y a l'enfant, donc il faut faire le choix du traitement qui est le mieux adapté.
Et pour la femme enceinte, malheureusement, nous avons des pratiques culturelles aussi qui font qu'on expose davantage nos enfants. Vous voyez, quand les femmes sont enceintes, en général, elles ne vont pas tôt à l'hôpital parce qu'elles se disent que si elles vont tôt, la grossesse va passer. Elles préfèrent se purger à la maison. Voilà, et puis elles cachent. Alors que plus tôt, une femme enceinte est diagnostiquée positive, quand on la met sous traitement antirétroviral, le traitement est tellement efficace que le temps d'accoucher ne transmet plus l'infection à son enfant. Et même les personnes, les traitements qui sont utilisés aussi bien chez les hommes que chez les femmes, aujourd'hui sont des traitements tellement efficaces qu'au bout de 6 mois, en général, en 3 et 6 mois de traitement bien conduit, vous arrivez à une charge virale indétectable et vous ne transmettez plus la maladie. Mais madame, j'ai une question. On va marquer une petite pause publicitaire. On marque la pause publicitaire et on se retrouve tout juste après pour toutes les questions du monde. Nous sommes de retour sur le plateau des femmes d'ici. On parle du VIH-Sida, toujours en compagnie de Dr Ofia Coulibaly Madiara et Madame CJ Léontine Gatti. Ah là là, on était accrochés comme ça à vos lèvres quand vous avez parlé là. Franchement, on apprend tellement. CJ, aujourd'hui, toi, tu es à 24 ans que tu vis avec le VIH. Tu as un enfant. Oui. Et comment tu as fait? J'ai pris une grossesse. Oui, c'est ça. Les gens pensent qu'en fait, on veut dire justement, quand tu as eu comment tu as fait, comment l'enfant a fait, voilà. Parce qu'on nous a parlé d'auto-insémination, on nous a parlé de... Vraiment, nous avons beaucoup réfléchi. Parce qu'on avait peur. D'abord, je n'étais pas sous traitement. On avait vraiment peur. Le médecin avait demandé à ce que je commence le traitement. J'ai dit non. Et ton partenaire, il était négatif? Il est négatif, il est toujours négatif. Il est négatif, d'accord. Vous avez des rapports protégés? Oui. Non, nous avons accepté et nous avons confié notre rapport au Seigneur. Il dit vraiment qu'il nous accompagne et c'est comme ça. Donc vous avez fait un rapport sans protection? Oui, sans protection. Il prend un traitement quand même? Non, lui ne prend pas de traitement. Au départ, ça dit le traitement dont on parle après les accidents, ça, il s'agit de la PrEP. Oui, ça c'est la PrEP. À titre préventif. Oui. Mais il faut reconnaître qu'on n'avait pas cette information au départ. Donc, on a fait de notre mieux pour ne pas... C'est-à-dire qu'il fallait vraiment être lubrifié, beaucoup lubrifié. C'est ça aussi le problème. Oui, parce que la femme est beaucoup sèche. Donc, il faudrait vraiment qu'elle soit beaucoup lubrifiée pour que ça passe facilement. Mais si ce n'est pas le cas, il y aura toujours une blessure. Ah, et parce que c'est dans la blessure que ça rentre en fait. Oui, parce que quand c'est ouvert... non, pas que dans la blessure, sexuellement. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, moi, je voulais dire... Alors, ce que je voulais dire, c'est que chez les couples sérodiscordants, il y a aussi des possibilités en termes de prévention. Vous savez que les choses ont beaucoup évolué depuis. Donc, il y a ce qu'on appelle la prophylaxie pré-exposition. L'autre, c'était la prophylaxie post-exposition, donc après un viol ou après des préservatifs cassés. Mais ici, vous savez que votre partenaire est séronégatif, vous êtes séropositif. Ce sont des innovations et ça n'existait pas autant où Léontine est entrée, auquel Léontine fait allusion. Et donc maintenant, vous prenez des traitements. Donc la personne qui est séropositive, si elle est sous traitement, qu'elle est indétectable, il n'y a plus de transmission. Mais l'autre, il est recommandé que le partenaire séronégatif prenne un traitement qu'on appelle la PrEP, la prophylaxie pré-exposition. Pourquoi? Parce que parfois les questions de fidélité même sont difficiles. Donc c'est pour cela qu'on parle maintenant de prévention combinée. C'est-à-dire en même temps qu'on utilise des antirétroviraux qui permettent d'être indétectables, donc de ne plus transmettre la maladie, on recommande d'utiliser les préservatifs pour les rapports avec les personnes dont on ignore le statut, donc en cas de relation avec un partenaire autre, et même qu'on utilise la PrEP pour pouvoir éviter donc de se faire contaminer. Mais il y a des cas quand même qu'il faut dire dans le cas de madame. C'est vrai que le Seigneur fait des miracles et moi j'y crois, mais il y a aussi des personnes qui ne peuvent pas avoir le sida. Parce qu'elles sont, je ne connais pas le mot
médical, mais il y a un mot qui dit immuniser. Il y a des gens qui n'ont pas. Ah bon? C'est vrai, il y a des gens qui peuvent pas avoir le sida. Moi, j'ai vu des panels. Et la deuxième question, si vous permettez, que je voulais vous poser depuis, c'était, mais est-ce que tout de suite, si on se fait violer ou si on a un rapport, qu'on va faire le test le même jour, on peut ne pas voir, mais 2 jours après, quand on repart, on peut voir. Est-ce que c'est dans les 24 heures qui suivent que c'est bon d'aller détecter ou c'est dans les 48 heures? C'est la question que je voulais vous poser. Alors, vous avez posé 2 questions. Oui, voilà, s'il vous plaît. Alors, donc, moi, je pense qu'ici, on est là pour sensibiliser la population, pour leur dire les attitudes qu'il faut avoir. Alors, les cas de personnes, parce que ça a été documenté effectivement, des personnes qui naturellement font de la résistance et ne se font pas contaminer, ce sont des cas rares. Ouais, très rares. Et on ne peut pas savoir si on est dans ce cas. Donc, il ne faut pas compter, il ne faut pas jouer avec. Par rapport à madame qui disait qu'elle a des rapports, malgré qu'elle est séropositive, vous n'êtes pas que quelqu'un qui est séropositif, dit à son mari, bon, devant le Seigneur, viens, on va faire. Et puis, ils n'ont pas la même foi, l'autre va avoir, en fait. Donc, il a dit ça. Tout à fait. Donc là, il faut vraiment utiliser les mesures de prévention qui existent. Et les préservatifs, comme on a dit, avec le gel lubrifiant, la PrEP, quand on est dans un couple sérodiscordant, la PEP, qui est la prophylaxie post-exposition. Ça, c'est quoi dans le mot? Un médicament. C'est un des médicaments. C'est ce dont on a parlé tantôt. Le dépistage, l'autodépistage, le traitement antirétroviral dont on a parlé. Et votre dernière question, c'est... Est-ce que dans les 24 heures qui suivent, on peut savoir? Alors, la question de la séroconversion, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous entrez en contact avec le virus, en même temps, vous ne devenez pas séropositif. Ah oui, c'est ça. Il faut un temps pour que, de s'installer. En moyenne, 3 mois. 3 mois. Donc, c'est pour cela qu'on fait le test, par exemple, chaque 3 mois ou chaque 6 mois, pour pouvoir apprécier. Moi, j'ai une question pour les 2 dames. La première, c'est... une question pour chacune. Donc, CJ, déjà, c'est de savoir, à l'époque, en 1997, comment est-ce que votre entourage a accueilli la nouvelle? Est-ce que vous avez été soutenu? Si vous faites une comparaison à aujourd'hui, est-ce que l'état d'esprit a changé? Et pour madame, c'est qu'en 2020, 680 000 personnes sont décédées des maladies liées au VIH. Donc, quelles sont ces maladies-là qui sont liées? Parce qu'en lisant ça, on se rend compte que le VIH ne tue pas, mais c'est plutôt les maladies autour du VIH qui tuent. Donc, quelles sont ces maladies-là? Alors, CJ. Vraiment, merci pour la question. Il faut dire qu'en 1997, ça n'a pas été du tout facile. Hein. C'est ma petite sœur seule qui m'a soutenue. Même au niveau même des parents, c'était difficile. Je ne pouvais même pas parler de ça. Même dans le quartier, je ne pouvais pas. Donc, qu'est-ce que je faisais quand je quittais dans ma structure, Club des Amis, que je rentrais? Je venais avec des brochures, des documents que j'ai papiés un peu partout dans la maison, rien que pour informer. C'est-à-dire, je veux juste annoncer, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Donc, c'est comme ça, j'ai l'un de mes petits frères, aujourd'hui qui est peintre, mais lui, c'était la merde, excusez-moi. Il me dit, mais toi, tu es infecté? Tu sais que oui, même avec Koutoukou, on peut guérir. Toi, tu dis, mais si Soula, il boit Koutoukou. Mais avec Koutoukou, on peut guérir ton sida qui est dans toi. Il dit, aïe! Baudouin, pourquoi tu me dis les trucs comme ça? Il dit, mais c'est vrai. Tu es infecté tout le monde ici pour ne pas infecter tout le monde. Ton sida là, c'est Koutoukou là, il prend pour guérir ça. Il dit, tu es vaincu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Excusez-moi. Et puis, c'est comme ça. Je n'étais pas du tout en paix jusqu'à ce que j'accepte d'aller faire une émission. Je vais taire le nom de la structure. Il y a une structure qui est vraiment engagée dans la lutte, au début de la lutte, qui était vraiment engagée dans la lutte, qui faisait une émission qui a demandé à ce que je vienne faire le témoignage. Mais j'ai fini de faire le témoignage. Et le lendemain, il y avait une émission pareille qui passait à la télévision. J'ai pensé que c'était mon émission. Mais je vous assure, de toute façon, j'ai sauté. Courir pour aller faire sauter le disjoncteur pour ne pas qu'on sache de quoi le mission. Parce que j'avais peur de la réaction de mes parents. Malgré que je mettais les brochures, les dépliants, tout et tout, pour les informer, mais vraiment, ce n'était pas du tout facile pour moi. Et j'ai accepté aussi après de faire l'émission avec Bamba Youssouf. Il était à Boaka en son temps. Et c'est comme ça qu'on a fait une émission. Et quand c'est sorti, vraiment, c'était difficile pour moi. Jusqu'à maintenant, il y a une voisine qui est venue le lendemain dire à maman que, mais comment tu peux accepter une personne qui vient avec le VIH dans ta maison. Et vraiment, j'ai eu mal. Et ça,
J'ai eu beaucoup mal. J'ai dit non, il faut que je lutte, il faut que je milite vraiment. Et voici même voici d'où est sorti mon engagement dans la lutte contre la lutte. Et c'est ça, justement, c'est ce regard-là qui doit changer. Et depuis lors, j'ai accepté de faire le témoignage parce que je me dis, à travers moi, à travers mes messages, ça va sauver des vies. Ouais. Et c'est comme ça que je me suis engagée. Et c'est comme ça que tu aides aussi de nombreuses personnes. Oui, on va en parler tout à l'heure. Dis-nous, Ophia. Oui, peut-être juste pour rajouter à ce que Mme Sidje-Léontine dit, je pense qu'aujourd'hui, on doit changer le regard sur le VIH-Sida. Donc, on le disait au début de la réponse, le traitement était à 300 000 francs par mois. Le traitement n'était pas disponible. C'était seulement à Bugeon, seulement dans 7 centres. Mais aujourd'hui, il est disponible partout. Il est efficace, il est gratuit. Et quand on a ce traitement, quand on a une charge virale indétectable, on ne transmet plus le virus. Et on peut vivre avec. Et on vit normalement. Avec son espérance de vie. Mais je suis les hommes. On a une espérance de vie identique à celle des autres. Voilà, celui qui n'a pas. Ouais, donc, vraiment continuer à entretenir les anciens clichés du VIH et les transposer jusqu'à présent, c'est dommage. On a fait une étude il y a 2 ans de cela avec des socio-anthropologues et des communicateurs qui nous ont dit que les populations continuent toujours de stigmatiser, de discriminer les personnes vivant avec le VIH parce qu'elles ont peur de mourir, elles ont peur d'être contaminées. Et c'est ça. Donc la peur de la mort et la peur de la contamination continue. Mais on vous dit qu'il y a un traitement qui fait qu'on ne meurt plus du VIH. Il y a un traitement qui fait qu'on ne transmet plus. La question de voilà, donc, avoir peur de la maladie, aujourd'hui, ne se justifie plus. Donc, vous voyez, donc, il est juste important d'aller vers le dépistage, de connaître son statut, de prendre le traitement qui est maintenant un traitement facile à prendre, qui est efficace. Les effets secondaires qu'on avait avant, on ne les a plus. On les a plus. C'est-à-dire les taches noires sur le corps. Les taches, ce sont des infections opportunistes. Ce sont des infections opportunistes. Ils ont blagué ça. Mais quand vous prenez le traitement, que vous prenez le cotrimoxazole, comme elle a dit, mais vous ne faites plus toutes ces maladies. Alors, concernant l'étude de sur les personnes décédées. Les personnes décédées, il y a... En fait, le VIH, c'est quoi? C'est un virus qui vient, peut-être pour imager, donc détruire. C'est comme un pays où il n'y a pas de gendarmes. Donc, quand vous avez un pays où il n'y a pas de gendarmes, mais tous les bandits, tous les petits groupes prospèrent. Donc, c'est pareil. Quand votre immunité est à plat, mais toutes les petites maladies deviennent des grosses maladies et peuvent vous emporter. Et nous avons une des maladies opportunistes, la plus importante et la plus meurtrière dans le cas du VIH, c'est la tuberculose, qui est la plus importante. Mais au-delà de la tuberculose, vous avez toutes les autres maladies qui peuvent prendre des proportions. Par exemple, le zona, de façon classique, était seulement, on l'appelait même ceinture. Mais vous avez maintenant du zona sur le visage, vous en avez un peu partout, parce qu'il se retrouve dans un terrain, sur un terrain où il peut faire vraiment tout ce qu'il veut. Et Mme Léontine parlait du Kaposi, c'est un cancer de la peau. Le sarcome de Kaposi qui peut intervenir. Donc, vous avez vraiment tout un panel de maladies. Et donc, dans ces conditions-là, les infections aussi sexuellement transmissibles peuvent conduire à la mort? Alors, donc, vous avez les infections sexuellement transmissibles qui, elles-mêmes, certaines d'entre elles conduisent à la mort, telles que l'hépatite B, qui est une infection sexuellement transmissible qui peut conduire à la mort. Vous avez d'autres infections sexuellement transmissibles qui représentent un gros danger, surtout pour les enfants. Voilà, vous avez des infections sexuellement transmissibles. Est-ce qu'on peut avoir le nom des maladies sexuellement transmissibles? Alors, vous avez, par exemple, le papillomavirus qui peut être prévenu par un vaccin, mais qui peut conduire au cancer du col de l'utérus et donc conduire à la mort. Donc, je parlais tantôt de l'hépatite B, qui maintenant a un vaccin qui est efficace et qui est même intégré dans le programme élargi de vaccination chez les enfants. Donc, on peut se prévenir de l'hépatite B. Vous avez la syphilis, vous avez l'herpès. Voilà, tout à fait. Donc, toutes ces infections sexuellement transmissibles, parfois, représentent des risques, surtout chez la femme enceinte,
peuvent créer une mort à la naissance, des complications chez l'enfant, des infections graves chez l'enfant. Je vais juste vous demander rapidement, Yasmine, excuse-moi, c'est que si vous prenez... Oui, bien sûr. On dit quand tu as toujours MST. Si vous prenez le médicament dont vous parlez, est-ce qu'il y a moins de chances d'attraper ces maladies-là? Est-ce qu'on est immunisé si on prend le médicament? Alors, le traitement n'est pas un vaccin contre les IST. Le traitement vous aide à restaurer votre immunité. Donc, vous devenez comme une personne normale qui ne se protège pas et qui prend des risques lors de relations non protégées qui peuvent être contaminées. Donc, alors, moi, je vais demander à CJ, aujourd'hui, tu aides des femmes, tu accompagnes des femmes qui sont porteuses du VIH-Sida. Comment ça se passe? Hommes et femmes, je pense, non? Oui, hommes et femmes, parce que dans nos différentes structures, on a hommes et femmes, il y a d'autres structures, c'est seulement Qu'est-ce que tu fais pour eux, pour ces personnes-là? Non, ce que nous faisons, comme on a toujours fait, nous faisons la prise en charge psychologique de ces personnes-là. Ça, c'est la première des choses. Parce qu'il faut partager ton expérience de vie avec la personne qui vient vers toi. Il faut l'encourager à pouvoir... c'est-à-dire accepter de faire le test de dépistage et faire le suivi dans la communauté, qui est très important pour nous en tant que communauté. Et il y a aussi des soutiens que nous apportons à travers les kits alimentaires. Il y a aussi les différentes orientations que nous faisons à travers les conseils que nous pouvons donner, comme au niveau de... Quels sont les conseils que tu donnes, par exemple? Conseils que je donne, c'est-à-dire comment moi, on m'a conseillé, c'est-à-dire, c'est d'accepter mon statut sérologique. Parce que tout se passe dans la tête. Si le statut sérologique n'est pas accepté par la personne elle-même, je vous assure, même si on donne le traitement, ça ne peut pas agir dans son organisme. Ça, il faut être clair. Il faudrait accepter. Et malheureusement, il y a des personnes qui n'acceptent pas. Moi, je vais vous donner un exemple. Moi, lorsque je devais faire une émission, ils ont fait le spot à la télévision, ils ont montré le spot. Et il y avait une dame qui était très alitée. Très alitée. Elle a dit non, qu'elle ne veut même pas entendre parler du sida. Et puis elle allait dormir. Mais Dieu l'a réveillée en ce moment précis-là, où l'émission devait commencer. Quand elle est venue, elle a regardé, elle a dit, mais attends, cette dame qui parle avec conviction déterminée, elle dit non, qu'elle est infectée. Donc pour moi-même, c'est rien. Je veux vivre aussi. Et je vous assure qu'elle a créé une structure aujourd'hui. Voilà. Elle dirige la structure. Je vais taire le nom de la personne. Exactement. Et je me dis, il y a plusieurs témoignages comme ça qui me reviennent. Et je suis vraiment fière. Je ne suis pas fière d'être infectée, mais je suis fière de pouvoir sauver des vies. Exactement. Waouh, ça fait du bien d'entendre ça. Alors, la question que je voulais vous poser, qui est très, très importante. Beaucoup de jeunes filles aujourd'hui ont des MST, mais préfèrent aller à la pharmacie, prendre des antibiotiques et s'auto-soigner elles-mêmes. Est-ce que avoir une MST à répétition peut nous emmener à avoir le VIH? Tout le temps, les mêmes infections, des odeurs, tu te dis c'est rien, tu vas prendre temps, tu vas prendre des ovules à gauche, à droite, tu as ça une fois, tu as ça deux fois. Souvent même, tu accuses ton partenaire, c'est que tu es allé dehors, tu es revenu. Mais à force, c'est vrai que ça pompe dans la stérilité, mais est-ce que ça peut aussi nous emmener vers le VIH? Et oui, alors toutes les IST, parce que les IST à la base, il y a certaines qui peuvent créer des plaies, donc qu'on appelle des ulcérations. La plupart créent des inflammations au niveau des organes génitaux et donc peuvent permettre de faciliter la transmission du VIH. Alors donc, quand vous avez une personne qui fait régulièrement des infections sexuellement transmissibles, ce qu'on recommande, c'est que la personne aille faire son test. D'abord, qu'elle se fasse correctement traiter. Parce que très souvent, vous allez à la pharmacie, mais ils ne vont pas expliquer tout. Ils vont juste dire, non, j'ai telle chose. Et puis, la honte fait qu'on ne dit pas tout. On ne dit même pas qu'il y a une plaie et autres. Alors que quand vous allez chez le médecin, vous voyez, le médecin vous pose des questions d'abord. Et après, il vous dit, allez sur la table et il vous examine. Donc, il conforte son examen et en plus de ce que vous dit pour pouvoir prendre une décision, donner un diagnostic et vous donner le traitement le plus adapté. Donc, ce que je recommanderais, c'est de ne pas se limiter seulement à la pharmacie, d'aller voir un médecin qui, en plus de ce que vous allez lui dire, va vous faire un examen physique, mais en plus même peut vous demander des examens additionnels, des examens au laboratoire pour conforter son diagnostic et vous donner le traitement le plus adapté. On va aller rapidement à la pub. On va à la pub. On se retrouve tout à l'heure. L'heure arrivée.
retour sur le plateau des femmes d'ici où on continue d'apprendre. On continue d'apprendre auprès de femmes fortes, de femmes impactantes. Nous sommes avec Dr Ofia Coulibaly Madiara et Mme CJ Léontine Gatti. Mais la fille, moi, je ne vous sens pas trop, même. Mais c'est ça, on veut poser question là. Non, on veut John, tu dis pub. Non, mais attends, toi, tu dis plus là. J'attends l'heure de pub. Tu pub. C'est la pub. Non, donne-moi ma question, comme il est gâté là. Attends, mais la pub. Elle dit 2 mots d'abord, il ne faut pas gâter. Non, c'est pas affaire de VIH là. C'est vrai que c'est dans les rapports. Mais est-ce que, souvent on peut dire, ah, mais moi, le gars n'est même pas rentré. Mais on a fait autre chose. La il y a des blessures, il y a plein de choses qui donnent le sida. Si la personne éjacule peut-être dans votre bouche, excusez-moi, est-ce que ça peut nous donner le VIH? Il y a cette possibilité aussi, oui, parce que, si vous avez des plaies dans la bouche, vous avez des caries parce que ça reste ouvert. Donc, ça peut, il n'y a pas... Et si tu es enrhumé aussi, que ta gorge est blessée, tu peux avoir... Bon, alors, on passe au son tabou, s'il vous plaît. Un préservatif. Vous avez venu gâter l'émission qui est chic, là. On a commencé dans l'enseignement, restons dans l'enseignement, les filles, là. Le son tabou. Oui. Alors, en fait, je suis grippée, quoi, Margot, donc c'est pour ça que... Elle m'a dit ça, moi, j'ai blessé. Tu n'as pas intérêt à faire des... Mais il y a préservatif de femmes, mais quand tu disais ça... Justement, on va en parler tout à l'heure. Le son tabou, la question du jour, c'est concevoir quand on fait des enfants. C'est vrai qu'on a parlé un peu rapidement de ça, mais on va aller un peu en détail. Avec le docteur, l'apport du docteur, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir des enfants sains quand on est porteur du VIH? Alors, ce qu'il faut faire, idéalement, c'est avant même, quand on a le projet de procréation, de se faire dépister, de connaître son statut. Et si on est positif, on démarre le traitement antirétroviral de sorte à être indétectable et donc avoir des rapports sans risque et faire son enfant. On a un détectable. Alors, si on n'a pas... Comment? On a un détectable au bout de combien de temps de traitement? Au bout de 6 mois en moyenne. Ah, cool. Au bout de 6 mois de traitement antirétroviral bien suivi, on a une charge virale indétectable. Donc si je comprends bien, on peut avoir un rapport non protégé à partir du moment où on est indétectable. Où on a une charge qui prend, la personne avec qui on a le rapport n'a aucun risque de contracter le virus. Tout à fait. C'est mieux que pour nous. Ça, c'est bien. Et là, on ne peut pas encourager. Non, bien sûr. Voilà. Là, on est vraiment dans l'explication. Tout à fait. La raison. Et donc, une fois, mais si la grossesse survient sans qu'on ait fait le test, ce qu'on recommande, c'est que le test soit fait le plus tôt possible. Donc, je disais tantôt que nous avons de mauvaises habitudes en Afrique. Quand on prend une grossesse, on attend vraiment à partir du 5e, 6e mois avant d'aller faire la première consultation prénatale. 8e mois même. Voilà, avant d'aller faire la consultation prénatale. Au village, même, on dit non, c'est juste pour prendre le carnet. Oui. Alors que la consultation prénatale réalisée tôt permet de faire le dépistage du VIH, mais pas seulement du VIH, de d'autres maladies. Qui donne le bulletin là, pour faire la prise de sang nécessaire pour savoir ce que tu as comme maladie. Même l'enfant, comment il est formé. Comment la grossesse se déroule, tout à fait. Voilà, donc faire le diagnostic assez tôt permet de protéger, donc de mettre la maman sous traitement antirétroviral assez tôt. Et donc, vous avez le délai de 6 mois que vous pouvez atteindre et accoucher à un enfant qui est totalement sain. Et quand on accouche par voie basse, l'enfant n'aura pas le VIH? Parce qu'on dit vraiment que quand tu accouches par voie basse, il y a le sang qui se mélange. Oui, il y a le sang, mais si vous êtes vous avez une charge virale indétectable. Mais en plus, il y a aussi des traitements qui sont donnés à l'enfant. Qui sont donnés à l'enfant. Et la mère et l'enfant sont suivis. Ce qu'on recommande même, c'est que les papas aussi s'intéressent à la chose, qu'ils viennent en consultation prénatale. Qu'ils ne laissent pas seulement cela entre les mains de la femme. La grossesse, ce n'est pas seulement l'histoire de la femme. C'est l'histoire de papa et de maman. C'est les deux qui sont mis ensemble pour faire. Voilà. Ils ne comprennent pas, ils ne viennent pas. Parce qu'il y a cette rumeur qui disait que si tu as le sida, tu ne peux pas allaiter ton enfant. Le lait, là, il ne faut pas donner. Oui, mais comme je vous le dis, les choses ont beaucoup progressé. Parce que dans les premiers programmes, effectivement, on achetait du lait artificiel. Tu te rappelles, ça revenait, le projet. Voilà. Avec le FSTI, même, on le faisait. J'étais la coordonnatrice. On donnait du lait artificiel. Avec les casseroles, biberons. Mais maintenant, ce n'est plus... Ce sont des choses... Voilà, c'est plus le cas. Alors, je sais que pour se protéger aussi, on parlait des préservatifs féminins. Oui. C'est comment ça? Moi, je n'ai jamais vu ça. Nous aurions dû venir avec des échantillons. Oui, vas-y. C'est rond, comme un anneau, et ça rentre à l'intérieur. Tu connais. L'homme
préfèrent coucher avec une femme qui met un préservatif de femme plus que le préservatif d'homme, là, ça serre la partie intime de l'homme. Or, le préservatif de femme, là, c'est dedans là-bas comme ça. Et puis, c'est bien lubrifié. Non, mais quand ça rentre là, excusez-moi, quand le préservatif féminin, là, le féminin rentre, si la femme a bien placé, lorsque le monsieur arrive avec, ça dit au moment de faire la pénétration, ça dit le préservatif, le féminin prend la forme de la femme. C'est ce que vous oubliez. Oui, c'est bien sûr. Il est gros, mais il prend la forme de la femme. D'accord. Oui. C'est ça qui sent moins. Et puis, il y a 2 anneaux, ça dit, le deuxième anneau, ça dit, c'est excitant. Oui. Ça fait ça vibre, quoi. Oui, non, ça ne vibre pas. Je pose la question, parce que je ne connais pas. Je cherche à m'instruire. Moi, je préfère ça, en tout cas. Il faut en parler parce que beaucoup d'hommes, déjà, à la base, ont il y a la réputation du préservatif que les hommes ne veulent pas mettre. Parce qu'ils disent que non, ça coupe la sensation, tout ça là. Donc, alors, si vous dites que le préservatif des femmes... c'est au niveau de la tête. C'est dans la tête. Oui, tout se passe dans la tête. Voilà. Et le préservatif féminin donne le pouvoir à la femme. Elle peut mettre le préservatif longtemps, même avant, plusieurs heures avant le rapport sexuel. Contrairement au préservatif masculin qui ne se met que quand l'homme est en érection. Et donc, après ça, quand elle a fini les rapports et qu'elle a eu l'éjaculation, elle enlève. Et le truc reste dedans. Oui, il reste dedans. Comment on appelle là? Le préservatif. Le sperme reste dans le préservatif féminin, oui. Ça fait pas mal, hein? Non, ça fait plus excitant même. C'est plus excitant. Ah bon? Oui. Ah, CJ, tu connais, hein? Je connais. D'accord, je suis dans la lutte il y a longtemps. Mais est-ce que c'est abordable? Oui, dans les programmes que nous avons, on le donne gratuitement, mais il est aussi accessible en pharmacie. Et c'est facile à mettre? Oui, c'est facile à mettre. Il suffit de bien expliquer. La femme s'abaisse. Les images sont là. Elle le plie en U, elle introduit, elle lâche, ça prend la forme. Et puis, juste, c'est pendant la pénétration, elle a juste à orienter pour que qu'il ne dévie pas. Voilà, qu'il ne dévie pas. Pour vraiment le faire rentrer à l'intérieur de l'anneau et c'est tout. Après le rapport. L'experte est en train de... Quand tu fais de façon... Quand la main dont tu mets les gélules, souvent quand tu vois, non, tu mets le suppôt de femme là. Donc maintenant, quand l'homme vient maintenant, tu le places, tu le positionnes. Ça veut dire qu'il faut que ce soit indirect, quoi. Il ne faut pas que ce soit sur le côté. Non, on appelle ça attaquer direct. Il faut toujours orienter l'homme parce qu'il peut dévier. Ça peut dévier. D'accord. D'accord. Est-ce que vous êtes choqués quand vous voyez qu'il y a des jeunes qui ne savent toujours pas, en fait, qui ne connaissent pas beaucoup de choses sur la maladie, sur les protections, sur les préventions. Est-ce que ça vous choque? Alors qu'il y a tellement de sensibilisation qui se fait. Ou bien vous pensez qu'il n'y a pas assez de sensibilisation? Oui, je pense qu'il y a eu beaucoup de travail. Il y a des modules de formation sur le VIH-Sida qui ont été introduits dans le cursus scolaire. Vous voyez, même déjà au primaire, on parle de VIH-Sida aux enfants. Moi, je me rappelle ma fille au CE2, on lui avait fait le cours sur le VIH, elle arrivait en pleurs. À un moment, je ne veux pas avoir le VIH. Je dis, mais qu'est-ce qu'on t'a dit à l'école pour que tu sois en pleurs? Donc voilà, ça veut dire que déjà à l'école primaire, mais l'enquête qu'on a réalisée il y a 2 ans montre que les informations contenues dans ces manuels scolaires sont un peu dépassés. Parce que vous voyez, depuis, il y a de nouveaux modes de prévention. Oui. La réponse a totalement changé. Aujourd'hui, on parle d'indétectabilité. Ce n'était pas le cas il y a 5 ou 10 ans de cela. Donc, il faut actualiser ces informations et peut-être renforcer aussi la sensibilisation. Nous avons des programmes spécifiques que nous développons en direction des jeunes et des adolescents. Nous avons un programme qui s'appelle READY, qui est réalisé en lien avec le programme national de santé scolaire et universitaire. À partir des médicaux scolaires, nous avons des acteurs communautaires qui essaient de sensibiliser les jeunes dans les communautés, qui les motivent à venir dans les médicaux scolaires pour qu'on puisse leur donner l'information juste sur la santé sexuelle et reproductive, mais également sur le VIH et les autres problématiques qui peuvent les intéresser. Une dernière question, docteur. Je sais qu'on s'est pressé, mais on sait que la lame, quand ça coupe, si l'autre utilise, ainsi de suite, les ciseaux, tout ce qui est tranchant. Même maquillage. Mais souvent, on prend même pinceau, on met sur le visage de ton camarade. Si elle a eu petit MS, c'est que le bouton s'est cassé dedans.
Ça ne peut pas te prendre, bien ça comment? Ou les eyeliner, mettre dans l'œil de l'autre, on vient mettre dans tes yeux, caler l'on met ça en bas. En fait, le docteur me regarde en se disant, est-ce que je dois répondre? Oui, docteur, il faut répondre. Idéalement, tous les objets de toilette doivent être personnels. C'est ce qu'on recommande, que les objets de toilette soient personnels. Mais utiliser je vois que dans la cabine de maquillage, bon, je sais pas, il n'y a pas de mode de transmission, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de sang. Sauf si quelqu'un a le corona qui l'a toussé. Voilà. C'est encore plus dangereux. Alors, CJ, tu voulais nous dire un peu certaines choses que tu... concernant l'accompagnement, il faut dire que c'est vrai que lorsqu'on est infecté, il y a cette vulnérabilité liée au VIH qui est là. Et ça crée un problème de, comment on appelle là, d'économie, concernant l'économie. Donc nous, à notre niveau, on essaie de voir à travers les différents projets que nous montons pour pouvoir avoir les financements. C'est-à-dire pour la mobilisation des financements. Il y a aussi l'autonomisation des personnes vivant avec le VIH, surtout pour les femmes. C'est-à-dire on fait l'effort d'amener ces femmes-là à identifier leurs besoins concernant les activités génératrices de revenus. Il y a aussi AVEC aussi qui est là, qui est en train de développer par d'autres partenaires aussi sur le terrain. Et on permet à ce que ces femmes-là puissent avoir les activités génératrices de revenus pour pouvoir elles-mêmes se prendre en charge que de devenir des mendiants. Et c'est ce que nous refusons. Exactement. Parce qu'on se dit, être infecté n'est pas la fin du monde. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a le diabète et autres, on peut parler aisément du diabète, mais le VIH, on ne va pas parler de ça. Mais si on permet à ces femmes-là... Nous, on parle de tout ici. Ah, d'accord. Alors justement, j'ai bien compris ce que vous dites, mais là, on est vraiment à la fin de l'émission. Est-ce que tu as un message pour les jeunes filles comme mot de fin? Parce que là, on a parlé des dames que tu aides, mais et les jeunes filles? Oui, les jeunes filles. Adolescentes, oui, les adolescents. Nous aussi, nous les encadrons. La preuve en est que lors de UCASA, on a fait parler une jeune fille, une adolescente aussi qui a intervenu pour faire passer un message qu'est-ce que tu leur dis concrètement à toute cette jeunesse-là. Non, mais moi, ce que je leur demande, je ne parlerai pas d'abstinence parce que c'est vrai... Tu vas beau, il faudrait qu'on soit clair. Tu vas beau parler d'abstinence, les gens ne vont pas comprendre. C'est ça. Les gens ne vont pas mettre ça en pratique. Donc, c'est mieux de porter des préservatifs. Les gens sont oui, parce qu'il y a cette jeunesse-là, sexuellement active. Il faut reconnaître. Ah, c'est ça à l'heure. Oui. Donc, moi, je vous laisse simplement demander. Ce n'est pas une compétition, ce n'est pas la course, c'est de comprendre, c'est de mémoriser les différents messages que nous donnons. C'est vrai que la prévention aujourd'hui, laissez-moi vous dire, elle est vraiment très bas. Il faut dire la vérité. D'accord. Depuis un certain moment, c'est vrai, cette jeunesse qui arrive là, malheureusement, n'a pas cette connaissance-là. Et nous luttons auprès des partenaires pour que vraiment la prévention soit de mise. Avec la sensibilisation, tout et tout. Et c'est pour ça que les gens puissent changer, cette jeunesse puisse changer de comportement. Exactement. Merci beaucoup, CJ. C'est pour ça que nous sommes là aussi, les femmes d'ici, pour sensibiliser cette jeunesse-là. Afia, qu'est-ce que tu peux dire à la jeunesse? Aux filles, pardon. À la jeunesse, déjà, de dire de ne pas... de changer le regard par rapport au VIH-Sida. Le VIH, maintenant, est une maladie qui se traite, même si elle ne se guérit pas, qui se traite, qui permet de vivre longtemps, qui permet de vivre en bonne santé et qui, avec des traitements qui permettent d'éviter de transmettre la maladie. Donc, ce qu'on recommande à la jeunesse, c'est avant d'avoir des rapports sexuels de se faire dépister. Parce qu'il y a une solution. Et une fois qu'ils sont dépistés, quand ils ont des rapports, parce qu'ils ne peuvent pas garantir la fidélité de leur partenaire, qu'ils utilisent les préservatifs. D'accord. Et c'est sur ça qu'on va conclure. En tout cas, moi, je vous dis merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était vraiment une émission de sensibilisation aujourd'hui, de partage d'expérience avec l'histoire de CJ. Le VIH n'est pas une fatalité. On peut très bien vivre comme tout le monde. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Comme la manière dont tu mets les gélules, souvent quand tu vois, non, tu mets le suppôt de femme là. Donc maintenant, quand l'homme vient maintenant, tu le places, tu le positionnes. Ça veut dire qu'il faut que ce soit indirect, quoi. Il ne faut pas que ce soit sur le côté. Non, on va pas s'attaquer direct.